What? Le but de Dumfries. Oh joli Dembélé. Quel but ça! Le centre maintenant, ça rentre! Mais c'est incroyable! C'est fou ce qui se passe ici! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour un tunnel de 2 mois avec du foot quasi tous les jours ou presque. La Ligue des Champions bien sûr est aussi super compact dans son programme avec des affiches mardi, mercredi. On sera reparti dans 15 jours. On se retrouvera en janvier. On est parti pour une période très particulière pour les entraîneurs, pour les joueurs. D'autant plus qu'il n'y a plus de trêve jusqu'au mois de mars. On a envie de manger foot, de dormir foot, de parler foot. Ça va être le cas maintenant avec Dédric Boyata et Jonathan Lange pour ce nouveau Champions Club. Salut les gars. Salut Dédric, salut Mathieu, bonjour à tous. Salut John, salut Mathieu. C'est une première ensemble, Jonathan Lange versus Dédric Boyata. Ça promet d'être chaud. Un peu stressé j'imagine parce que c'est quand même Monsieur Jonathan Lange face à toi Dédric. Non mais je peux pas gagner contre lui. Le rapport de force paraît déséquilibré. Dédric il est trop fort. Ouais, bon, on verra ce que ça donnera. Bruno Constant est aussi avec nous. Salut Bruno, pour nous parler évidemment des affiches liées au club anglais Chelsea face à Barcelone et puis Arsenal face au Bayern Munich de Vincent Kompany. Quelle semaine de fou, on a déjà envie d'être mercredi, on va être très franc aussi avec toi parce que ça c'est la plus belle affiche depuis le début de saison. On avait dit ça, souviens-toi, il y a 3 semaines entre le PSG et le Bayern, mais on se doit de le redire aujourd'hui, d'autant plus avec ce qui s'est passé ce week-end avec Arsenal. Salut à tous. Bah oui, moi aussi, je suis très impatient, excité de retrouver la Ligue des Champions. Et évidemment, avec cette affiche, on avait eu le hors-d'œuvre avec ce PSG Bayern, et là on a presque le plat de résistance désormais avec cet Arsenal Bayern Munich, et puis Chelsea Barcelone, c'est pas mal non plus. En tout cas nous côté anglais, on aime cette affiche-là, ça rappelle de bons souvenirs notamment du côté de Chelsea et de l'épopée de 2012. Mais oui, très beau plateau à venir en Ligue des Champions cette semaine. Bon Bruno, je vais te demander d'être attentif à ce qu'on va dire, bien sûr, parce qu'on va évoquer les équipes belges et on se retrouve évidemment dans quelques minutes pour la suite du programme. À propos de programme, on le découvre, il est riche, il est copieux. Rendez-vous 18h15, mardi 25 novembre, pour un nouveau multi-live avec toute l'équipe de Marc Delire, Galatasaray Union Saint-Gilloise, Bernard Bollier et Xavier Chêne seront à Istanbul. C'est une semaine assez compliquée, je vous avoue, avec les grèves pour envoyer nos collaborateurs un peu partout, mais on y arrive. Et c'est ça aussi qui est beau. Et puis, il y aura aussi une très belle affiche, on l'a dit, entre Chelsea et le FC Barcelone. Quentin Volvert, Alex Teclac sur place mercredi. L'Atlético face à l'Inter, là aussi ça vaudra la peine d'être vécu. On laisse encore une fois Quentin et Alex du côté de Londres pour Arsenal Bayern. Et évidemment l'affiche à ne pas louper, à suivre en exclusivité sur nos antennes. Jonathan Ancio et Kalilou Fadiga seront à Lisbonne pour Sporting du Portugal, club de Bruges. On y va, on est parti avec le chapitre belge d'ici quelques instants. Mais avant ça, une toute petite piqûre de rappel au niveau du classement. On en est où, les gars, pour le club de Bruges, pour l'Union? Je rappelle évidemment que le Bayern et Arsenal vont se disputer la première place, à moins que l'Inter n'en profite aussi, puisque l'Inter a aussi 12 points. Donc Bruges est 22e, l'Union est plus loin, 28e. Voilà, il y a ce match face à Galatasaray qui pourrait peut-être relancer la machine des unionistes sur la scène européenne. Quelles sont les chances de l'Union face au Gala? Jonathan. J'ai envie d'y croire, je m'étais montré assez pessimiste lors du dernier épisode du Champions Club, mais j'ai envie de croire à un petit point, un match nul, ce serait déjà quand même un très très bon résultat, parce que Galatasaray, à domicile, ça fait 33 matchs qui sont invaincus, donc ça risque quand même d'être compliqué dans une très chaude ambiance. Ouais, à propos du football turc, on n'a pas envie de tomber dans les clichés, mais Dédric, si je ne m'abuse, tu as déjà joué dans les ambiances hostiles de la Turquie. Tu peux nous rappeler un petit souvenir? Oui, j'ai joué là-bas, je sais plus c'était en quelle année, mais avec Celtic, on y fait un métier. Il y a au moins 15 ou 20 ans. Ah ouais, ça doit être très, très longtemps, je devais pas avoir les mêmes styles de cheveux à cette époque-là. Mais c'est vrai que c'est des matchs qui sont très difficiles là-bas, ils ont des très beaux fans et il y a une très très grosse atmosphère. Et c'est vraiment le cas, pour avoir déjà eu la chance de commenter sur place, c'est assourdissant. On ne s'entend pas lorsqu'on commente un match là-bas, c'est très particulier aussi, même ne fût-ce que pour communiquer sur le terrain. Vous allez me dire, à l'Union, on sait normalement ce qu'on a à faire, et ça s'est d'ailleurs bien passé ce week-end. C'est déjà le match de la dernière chance, Jonathan? Il y aura Marseille quand même dans 15 jours. Ouais, il y aura Marseille, mais c'est vrai quand on regarde finalement leur calendrier, ce qu'ils ont fait depuis le début de la campagne,
Ce sont des résultats qui sont normaux. Il y a eu une belle victoire pour commencer au PSV, mais s'ils voulaient nourrir une quelconque forme d'ambition dans cette Ligue des Champions, il fallait aller gagner là-bas. Qui s'incline contre Newcastle et contre l'Inter, rien de plus normal. On a quand même une équipe qui a été en finale de Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps et le club le plus riche du monde. Et après, l'Atlético, Alex Teclac vous dira que c'est le plus grand club du monde. Donc c'est normal de perdre contre eux. Mais c'est vrai que là, ce match à Galatasaray, si on peut aller chercher quelque chose... Après, ça va venir aussi assez vite sur le reste. Il y a Marseille encore qui arrivera. Donc, c'est le moment, en tout cas, je pense, pour cette équipe de l'Union, même si voilà, ce sera vraiment très compliqué. Bon, on attend de l'efficacité, qu'elle soit défensive ou offensive. C'est ce qui a manqué face à l'Atlético. Et Dédric, tu as joué la Ligue des Champions. C'est ça aussi la clé. Face à ces grosses équipes, il y a des possibilités. Il faut pouvoir saisir sa chance au bon moment, sans quoi on ne prend rien. Bah voilà, l'Union, c'est que quand ils jouent contre ce type d'équipe, que les chances, lorsqu'elles sont en phase d'eux, que c'est très important de les concrétiser. Et c'est vrai que contre l'Atlético Madrid, ils perdent 3-0, je pense, et 3-1, pardon. Mais quand tu regardes un peu de la manière dont le match est déroulé, ils ont eu des très bonnes opportunités pour changer ce résultat-là. Donc ça aurait pu changer la donne. Et je pense que c'est une raison pour eux d'être encore plus focus sur ce point-là. On a parlé de l'ambiance, évidemment, c'est très clair, ça va être chaud, bouillant, c'est le moins qu'on puisse dire. Parle-nous un peu de cette équipe, bien sûr, tu nous as parlé de cette série qui est particulièrement impressionnante, mais Osimhen, justement, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, il s'est blessé face à la RDC il y a une semaine de cela, est-ce qu'il sera là ? Non, ce sera sans doute trop juste. Au mieux, il sera sur le banc de touche. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ouais, c'est quand même une bonne nouvelle, mais son remplaçant, il s'appelle juste Mauro Icardi. Donc, mais qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui, justement, Mauro Icardi ? Il a marqué ce week-end dans le championnat, donc ça reste quand même un révélateur, finalement, de la puissance de frappe de Galatasaray aussi, parce qu'ils ont un international allemand qui est titulaire, qui s'appelle Leroy Sané, que Dédric connaît bien aussi. Ils ont des moyens qui sont considérables. Le transfert d'Osimhen, c'était 75 millions pour l'acheter. L'effectif de l'Union, il vaut à peu près 90 millions. Donc c'est vraiment un ordre de comparaison qui permet de constater que ces deux équipes-là, financièrement, ne boxent pas dans la même catégorie. On a aussi İlkay Gundogan qui est, entre guillemets, revenu. On sait qu'il est d'origine turque, même s'il est international allemand. Ils ont cette capacité à attirer des grands noms parce qu'ils ont une surface financière comme ça, sans commune mesure avec ce que nous, on peut connaître en Belgique. Jonathan, je vois que tu ne t'es pas pris au jeu de prononcer le nom de l'adversaire de Galatasaray. Gengeler Birligi. Comment as-tu ? Gengeler Birligi, ils ont gagné 3-2. Impressionnant. C'est au tour de Dédric. Non, je ne le dirai pas. Galatasaray qui, pourtant, dans sa riche histoire, a toujours éprouvé des difficultés face aux équipes belges, Jonathan. Alors on essaye d'aller puiser de la confiance là où on peut. 4 matchs contre Anderlecht, 1 nul et 3 défaites. Le dernier double affrontement, c'était en 2014-2015. C'était 1 partout là-bas et Anderlecht s'était imposé 2-0. On n'est pas encore à l'heure du quiz, messieurs, mais savez-vous qui avait marqué ce jour-là ? Non. Dennis Pratt a marqué contre Galatasaray. Mais sur la victoire, il y a quelqu'un qui s'est offert un doublé, qui est un héros en République démocratique du Congo depuis pas longtemps. Très bien et qui joue à Lille aujourd'hui. Exactement. Je donne encore des indices. Voilà. Chancel Mbemba qui s'était offert un doublé. Et même contre Bruges, c'est 3 nuls et 1 défaite. Je pensais qu'on était déjà parti pour le quiz. Non, pas encore. Tu vas devoir encore un petit peu patienter avant de marquer des points. Donc c'est vrai qu'historiquement, c'est pas une équipe qui réussit face aux Belges. On va vraiment se raccrocher à ça parce que c'est très costaud et on évoquait avant l'efficacité, ce sera vraiment la clé je pense pour l'Union parce que les indicateurs en tout cas sur l'Union au niveau offensif sont vraiment dans le rouge. Très bien, Galatasaray Union c'est pour ce mardi 18h45 et je le répète on prend l'antenne dès 18h15. Parlons du club de Bruges en déplacement au Sporting Club du Portugal, on est à mi-chemin là aussi. Quel bilan pour les Blauw-en-Zwart, Dédric, en sachant évidemment que Bruges nous a ravis, nous a fait même rêver face au Barça, voici 3 semaines. Je pense que Bruges, 4 points, donc, actuellement, ils ont 4 points et je pense qu'eux-mêmes ne sont pas forcément satisfaits de ce résultat-là. Quand on regarde la défaite contre l'Atalanta, c'était un match justement qui était à leur portée de main. Et ensuite, bien sûr, il y a la défaite logique contre celle de Bayern. Ils gagnent le premier match contre Monaco. Et puis, ils vont nous faire un match nul, comme tu l'as dit là maintenant, contre Barcelone à la maison.
Donc il y a des bonnes choses. Ils nous ont montré des bonnes choses. Ils nous ont habitués à nous montrer des bonnes choses en Champions League. Donc ce match-ci qui va arriver contre le Sporting est un match que je pense être à leur portée. Bruges qui avait battu le Sporting l'année dernière. On se souvient que Nielsen avait marqué. Je pense que tu étais encore à Bruges à ce moment-là. Oui, mais donc voilà, c'est un match, je pense, à leur portée. Et je pense que voilà. Bruges nous a montré depuis maintenant, ça fait presque 3 ans qu'ils arrivaient à nous sortir des résultats en Champions League, surtout dans des matchs comme contre le Sporting. Donc j'imagine que c'est un match qu'il espère gagner. Il faut gagner, gagner parce qu'il y aura Arsenal comme prochain adversaire avant le Nouvel An. Moi j'irai plus loin, c'est parce que ils ont 4 points, mais pour moi ils auraient dû en avoir 6. Ok, mais on ne peut pas revenir en arrière. Non, mais le point du Barça c'est un point bonus, là où ils ont perdu vraiment comptablement, c'est sur la pelouse de l'Atalanta. Quand on fait les comptes, il faut à peu près 11 points normalement pour jouer le top 24. Voilà. Il reste 4 matchs. C'est pas compliqué, il faut aller en chercher 7, donc c'est à eux de le faire. Il y aura le Kerat Almaty qui ne jouera pas à Almaty mais qui jouera à Astana. Nouveau déplacement donc pour Hans Van Aken à Astana. Voilà, il connaît bien, puis il marque là-bas, donc c'est bien. Et ça finira contre l'OM, donc je pense que dans le tableau de marche, c'est 7 points à prendre contre le Kairat, contre l'OM et contre le Sporting. Bon, le Sporting justement, ce Sporting-là par rapport à celui de l'année dernière, on commence par le Belge évidemment, Zeno de Bast, on prend des nouvelles auprès de toi? Elles sont pas bonnes, parce que c'est vrai qu'il a été touché aux ischio-jambiers contre l'Olympique de Marseille. On pensait qu'il allait pouvoir faire son retour après cette trêve internationale. J'ai vu ça dans la DH la semaine dernière. Ouais, et les derniers... Certain Jonathan Lange nous avait indiqué qu'il fallait être positif. Ouais, il fallait être positif, mais malheureusement il y a eu une rechute, on le reverra plus sur les terrains cette année, donc voilà... Ce sera pour 2026 qu'on reverra Zeno de Bast. Important aussi évidemment pour notre équipe nationale que Zeno retrouve son niveau parce qu'on sait à quel point la défense est un sujet qui revient régulièrement sur le tapis. Que retenir du match du club de Bruges face à Charleroi, Jonathan? Un joueur, Hans Van Aken. Franchement. Qui d'autre, Dédric? Qui d'autre? Le temps n'a pas d'emprise sur ce garçon qui joue tout le temps. Il a joué quasiment l'équivalent depuis le début de la saison de 29 matchs. Je veux dire, on est fin novembre. C'est impressionnant. Et il est jamais. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans cette capacité à enchaîner les rencontres, Dédric? Écoute Mathieu, je pense que déjà de 1, chaque joueur a sa morphologie. Donc un joueur comme Hans, t'as tendance à le regarder, à t'imaginer que voilà, c'est une personne qui ne fait pas grand-chose, qui ne travaille pas forcément en gym. Regarde le nombre de matchs qu'il enchaîne. Or que moi, je passais tellement de temps en gym, tu sais, mais j'arrivais pas à enchaîner comme lui le faisait. Mais non, c'est impressionnant. De la fonte maintenant. Voilà, exactement. Non, c'est très impressionnant. Combien tu nous rappelles? Non, faut garder ça entre nous, Mathieu. Mais donc Van Aken, oui, c'est vraiment le professionnel qui travaille de cette manière ou pas spécialement? Je pense qu'il sait exactement ce dont il a besoin. Donc, mais il a aussi une morphologie qui lui permet peut-être aussi de faire quelques écarts là où d'autres peuvent pas le faire. C'est ça que tu veux dire? Écoute, s'il joue autant de temps comme il le fait maintenant, c'est pas. Allez, j'ai côtoyé Hans, donc je peux pas dire que c'est un joueur qui n'est pas professionnel. Il l'est clairement. Pour jouer à Bruges, il faut que tu sois professionnel. Il faut que tu puisses montrer les exemples aux autres. Maintenant, c'est pas la personne qui va passer autant de temps que Brendan Mekele en gym, par exemple. Donc, il a une morphologie qui lui permet de pouvoir faire ce qu'il fait, mais ça ne change pas le fait que quand il est sur le terrain, ce qu'il démontre chaque jour, chaque week-end avec Bruges, c'est juste impressionnant de jouer à ce niveau-là puis il joue tout le temps. Il joue moins avec ses jambes, il joue plus avec sa tête aussi. Donc, c'est vraiment son intelligence de jeu qui fait que ses déplacements sont entre guillemets limités et sont surtout efficients en fait. Et quand on voit aussi son rôle désormais en équipe nationale et dire que sous les coachs précédents, il n'avait pas voix au chapitre. Maintenant, voilà, Kevin De Bruyne est blessé. Voilà, il faudra voir quand Kevin reviendra, je pense. Oui, mais la raison aussi pour laquelle il n'était pas dans le chapitre, c'est parce qu'il y avait des joueurs autour qui avaient déjà démontré, je dirais, certaines choses dans l'équipe nationale, mais en aucun doute, en aucun moment, il y a eu un doute sur les qualités de Hans, même quand il est arrivé la première fois en équipe nationale. Bon, on espère avoir un super Hans mercredi, donc du côté de Lisbonne, avec un match aussi très particulier pour Forbes, le facteur X qui avait été détonnant face au Barça. Ce sera un match particulier pour lui, de retour à la maison. Ouais, de retour à la maison. Il n'est pas passé très longtemps au Sporting, ça a à peine duré 2 ans. Il était tout jeune avant de partir à 11 ou 12 ans déjà à Manchester, mais c'est vrai qu'on l'a revu au Portugal. Il n'avait pas refoulé les pelouses comme ça là-bas, excepté avec les sélections de jeunes. Là, il a fêté ses débuts avec la sélection
Seleção, de Roberto Martinez. Cristiano Ronaldo n'était pas là, donc qu'est-ce qu'il s'est dit ? Je vais prendre le numéro 7, et on l'a vu sur le terrain. Il faut quand même assumer. Ça en dit long, ça en dit long quand même sur la confiance que ce garçon a. Et c'est vrai que Martinez le suivait depuis qu'il avait 17 ans, c'est ce qu'il disait avant le début du rassemblement. Et il a été définitivement convaincu parce qu'il a montré contre le FC Barcelone. Après, il y a quelques manquements aussi chez lui. Moi, je me souviens face au Bayern, il a un petit souci dans son dos. C'est pas le gars qui défend très très bien. Ouais, mais je pense que s'il avait pas ces manquements, il serait pas à Bruges, tout simplement. Il serait où ? Dans un plus grand club, peut-être là où joue son sosie au PSG, parce qu'il y a quand même un petit air de ressemblance avec Ousmane Dembélé. Je sais pas si vous me l'accordez celui-là ou pas. C'est pas mal. On peut demander la confirmation à Dédric. Son sosie, avec le ballon d'or maintenant en plus. Mais non, c'est vrai, il y a une petite ressemblance. Uniquement au niveau du visage, peut-être pas encore au niveau de la qualité footballistique. Les dangers de cette équipe portugaise avec l'accent portugais, s'il te plaît, Jonathan. Ouais, j'ai plus fait turc ou allemand que portugais, ça, je vous le laisserai. Trincao, forcément, quand on pense à lui. Comment ? Trincao. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ouais. Mais il ne faut pas oublier quand même que c'est une équipe qui a perdu Gyökeres. Et qui allait chercher quelqu'un comme Luis Suarez. Alors c'est pas le Luis Suarez uruguayen mordant qu'on connaissait, c'était le Colombien qui ne marquait quasiment jamais avec l'Olympique de Marseille et qui sont allés pêcher quand même en D2 espagnol et qui cartonne. Franchement, ce qu'il fait depuis le début de la saison, c'est vraiment costaud et ça montre aussi toute l'intelligence qu'il y a dans ce club-là. On sait bien vendre, mais on sait aussi bien recruter quand il le faut. Et ce week-end, il y avait donc une rencontre face à Marinense. C'est ça, en coupe du Portugal. Dédric Semard. Ouais, parce qu'il sait que Marinense c'est quand même 12e de D4, donc c'est une terreur du championnat portugais. Donc en fait, il n'y a pas eu de répétition générale. Ils sont prêts à jouer face à ce club de Bruges. Donc mercredi, on dégage du temps, il en faut du temps. On pourrait en parler pendant des heures. Et on y va, on file du côté de chez Bruno pour Arsenal, Bayern Munich. C'est l'affiche à ne pas louper. Le Bayern s'est imposé ce week-end, mais s'est fait peur en tout début de match, mené assez rapidement. Ce sont deux phases arrêtées. Ça doit être important. D'ailleurs, on en parle avec Bruno. Et puis Arsenal, hier, en tout cas dimanche soir, face à Tottenham. Là aussi, particulièrement impressionnant, avec un Eze qui était l'homme du match. Que faut-il penser de ses forces et de ses faiblesses pour les deux équipes maintenant, Bruno ? Je me souviens que quand on avait lancé nos pronostics en début de saison, je crois avoir donné Arsenal et le Bayern Munich parmi mes favoris. Donc, ils sont tous les deux en tête de cette phase de poule, donc ils sont dans les temps. C'est un premier aperçu de ce duel, même si on sait qu'un résultat en novembre n'augure pas grand-chose du résultat d'avril ou mai. On l'avait vu avec le PSG qui avait été battu sèchement par Arsenal l'an passé en poule, avant d'éliminer les Gunners en avril-mai. Mais on voit cette équipe d'Arsenal qui arrive en pleine confiance, qui caracole en tête de la Première Ligue, qui sort d'un North London Derby où ils ont été impressionnants de maîtrise, de maturité, de détermination, alors qu'il manquait beaucoup de cadres. Il manquait Gabriel, Odegaard, Havertz, Gyökeres qui revient de blessure, Martinelli. Et c'est la grande force d'Arsenal cette saison, c'est même s'il y a 2, 3, 4 absents dans les titulaires, ceux qui pallient les absences sont soit aussi bons, soit pas très loin du niveau des titulaires. Et voilà. Et puis on a vu un Rebechi Eze qui est l'homme en forme, qui est un supporter d'Arsenal, qui est arrivé cet été, qui a inscrit un triplé absolument magnifique et qui porte un petit peu cette équipe en l'absence de Martin Odegaard. Avant, quand Odegaard n'était pas là, on disait qu'il manquait un maître à jouer du côté des Gunners. Cette fois, ils ont Eze, plus le retour de Saka, plus des joueurs de talent comme Declan Rice, comme Merino, comme Zubimendi. Je vois pas beaucoup d'équipes beaucoup plus fortes qu'Arsenal cette saison en Première Ligue et très peu également en Europe. Ça reste aussi un match particulier pour Vincent Kompany. Que pense l'Angleterre du parcours de Kompany ? On entend aussi régulièrement que ça pourrait être le successeur de Pep Guardiola, Bruno. Guardiola l'avait dit lui-même, quand il avait rencontré Kompany, qui avait été promu de Championship en Première Ligue avec Burnley. Il a dit ce que tout le monde pense, c'est que Kompany sera un jour l'entraîneur de Manchester City. Kompany, il a tout, il a l'intelligence, il a l'aura d'un ancien grand joueur, d'un meneur d'hommes qui est capable de transcender aussi bien un vestiaire de star quand il était capitaine à City, parce que c'était pas une star de City, mais c'était le capitaine et tout le monde l'écoutait. Et puis, il a cette aura de nouvel entraîneur et je trouve qu'il a réussi là où Nagelsmann et Tourelle ont eu pas mal de soucis à tenir ce vestiaire parfois compliqué du Bayern Munich. Il a su imposer sa patte, sa voix et puis surtout ses idées, parce que c'est quelqu'un qui a une science tactique et une identité de jeu assez forte. On l'avait vu avec Burnley, où il essayait de jouer en Première Ligue. Il a été relégué avec Burnley, mais
il a pas dérogé à ses idées de jeu, et on voit ce qu'il est capable de faire avec un effectif comme le Bayern Munich. Donc, en Angleterre, on le voit comme déjà un très grand entraîneur et un futur très grand entraîneur qui viendra évidemment en Première Ligue, là où il a connu ses plus belles heures en tant que joueur. Dédric, tu connais évidemment très bien Vincent, tu connais Manchester City, c'est ton club formateur. Bon, tu me vois arriver. C'est pour quand, Vincent, à City? Honnêtement, je peux pas prédire le futur, Mathieu, mais c'est vrai que Bon, ça va se faire un jour. Tout pour ta croire. Je pense que personnellement, oui, il y a beaucoup de choses qui le lient encore avec Manchester, hein, dont même sa situation personnelle, même sa femme vient de Manchester, et donc je pourrais m'imaginer que cette idée lui passe par la tête. Maintenant, on sait très bien qu'avec le foot, il y a plusieurs choses qui tu peux pas forcément tout contrôler. Maintenant, un retour à Manchester City, je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de personnes, hein, beaucoup de personnes qui l'ont supporté en tant que joueur et possiblement en tant que coach plus tard. N'oublions pas qu'il a prolongé quand même récemment jusqu'en 2029 avec le Bayern. Exactement, c'est évidemment une supputation qu'on est en train de développer, mais allons dans le plus concret, notamment avec une question des réseaux sociaux. Pour toi, Dédric, attention, c'est Tom qui te pose la question. J'aime bien quand on te voit là avec ton maillot de l'équipe nationale. Vous avez fait quoi encore face à l'Autriche, rappelle-moi? On a perdu 1-0. C'est pour te charrier, évidemment. Tous les matchs de l'équipe nationale Espoir sont à suivre sur Pix Plus Sport. Ça ira mieux la prochaine fois, au mois de mars. La question de Tom, donc, pour Dédric. Pourquoi a-t-on l'impression que Leandro est un joueur différent en équipe nationale par rapport au Leandro d'Arsenal? C'est une question qui n'est pas forcément évidente. Non, c'est pas une question évidente, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se la posent. Moi, personnellement, si je dois donner mon avis sur le joueur que j'ai côtoyé en équipe nationale, c'est d'abord un excellent joueur. C'est pas pour rien qu'il se retrouve à Arsenal aujourd'hui. Maintenant, il faut pas oublier que quand on joue en équipe nationale et quand on joue avec son club actuel, c'est que la manière dont on va dire le coach ou la manière dont vous allez jouer en tant qu'équipe n'est pas forcément la même chose que lorsque tu joues en club. Maintenant, c'est vrai que Leandro, à chaque fois qu'il s'est retrouvé, enfin pas à chaque fois, mais ces derniers moments quand il s'est retrouvé en équipe nationale, il n'a pas réussi à se démarquer de la manière dont il voulait, dont nous voulions aussi. Je pense que c'est une question de temps et aussi de trouver une manière pour l'impliquer comme il l'est avec Arsenal. Et de l'autre côté, Arsenal, faut pas oublier aussi qu'il n'a pas forcément été le titulaire de base. Sauf que maintenant, il enchaîne les titulaires. Et voilà, et donc ça montre aussi que voilà, ça a été une situation un peu compliquée pour lui, mais qu'il a la force mentale et il a les qualités pour surmonter ces moments difficiles. En équipe nationale, j'aimerais bien aussi qu'on arrive à l'utiliser comme on le fait à Arsenal, surtout avec ses qualités. Mais voilà, ça dépend un peu de la manière dont on va dire, la mise en place est mise par le coach et de la manière dont il est utilisé. Est-ce que son statut a changé à Arsenal, Bruno? Quand on voit un peu les différentes compositions des dernières semaines, on a le sentiment que oui, en Belgique. Oui, il a un peu changé. Il a surtout changé aux yeux de Mikel Arteta. Parce que c'est vrai qu'avec l'arrivée d'Eze, avec l'arrivée de beaucoup de renforts offensifs, où on attend un peu plus de stars, des joueurs capables de porter Arsenal vers le titre, on se disait que la situation de Leandro Trossard, elle serait un peu plus inquiétante cet été. Et finalement, on a davantage parlé du départ éventuel de Gabriel Martinelli, qui est son concurrent à gauche. Et depuis le début de la saison, Arteta, il voit Leandro Trossard devant Gabriel Martinelli, ce qui est déjà une bonne chose pour Leandro Trossard. Il est décisif. Il était décisif hier soir dans un match capital et son but, pour moi, est magnifique. Son contrôle dans la profondeur, son but en pivot. C'est un joueur qu'on n'attend pas. C'est un joueur, quelqu'un l'a comparé, je ne sais plus si c'est Sol Campbell ou Gary Neville qui le comparait en fait à Ljungberg, l'ancien joueur d'Arsenal, qui n'était pas la star des Invincibles, mais qui était un élément important de cette équipe parce que quand les stars brillaient pas, il y avait Ljungberg qui était là pour marquer des buts importants et c'est un peu le cas de Leandro Trossard, je trouve. Très bien, voilà pour le chapitre. Ouais, tu termines? Ouais, juste très rapidement. En fait, à la différence d'un Doku qui, lui, peut faire la différence tout seul, Leandro Trossard, il a besoin d'un collectif pour exister. Et c'est ce qu'il n'a pas encore trouvé, je trouve, en sélection par rapport à ce qu'il peut avoir à Arsenal. Très bien. Bon, on se doit aussi de parler d'Harry Kane. C'est un retour pour lui. Ça reste toujours très particulier de revenir à Londres, qui plus est, face à l'ennemi. Arsenal. 24 buts en 18 matchs, je veux dire, c'est juste incroyable ce qu'il fait depuis le début de la saison. Et il a atteint un tel niveau de plénitude aussi parce qu'il se sent vraiment
très très bien avec Vincent Kompany. De temps en temps, on le voit vraiment évoluer en pointe. De temps en temps, il cohabite avec Nicolas Jackson. Et là, on le retrouve finalement dans ce que Bruno avait vu sur sa fin à Tottenham, où c'était Son qui prenait la profondeur et lui, il avait plus ce rôle de créateur-là. Et c'est vrai que moi, ces derniers temps, en fait, il me fait un petit peu penser à Karim Benzema parce que c'est devenu, c'est un 9 avec une âme de 10. Et ça, c'est vraiment ultra frappant, je trouve, dans son évolution de jeu. Oui, on rappelle aussi que Luis Diaz n'est pas là. Ce qui... 3 matchs de suspension. 3 matchs, c'est quand même beaucoup. Hein. Ça fait suite à ce qui s'est passé. Il y a Michael Olise. Voilà, mais ça fait suite à ce qui s'est passé évidemment à Paris. Donc Olise, changement poste pour poste. Retour aussi pour Gnabry à Arsenal. Ouais, c'est très costaud. Et Olise encore a été exceptionnel dans la victoire du Bayern contre Fribourg. Il est impliqué dans 5 buts. Je veux dire. Mais j'aimerais quand même revenir C'est justement sur ce match-là, puisque les 2 buts ont été encaissés sur phase arrêtée. Tu nous fais une petite mise à jour, Bruno, sur le nombre de buts marqués sur phase arrêtée par Arsenal, s'il te plaît. On les compte plus, mais je crois qu'il y en a une vingtaine maintenant depuis 3 ans. C'est un de leurs points forts. On dit qu'Arsenal est un peu moins joueur cette saison, mais ils sont tellement forts défensivement, ils peuvent tellement s'en remettre aux phases arrêtées, et pas uniquement que les corners d'ailleurs, hein, puisqu'ils font aussi les longues touches, comme beaucoup d'équipes en Première Ligue. La seule petite déception, c'est qu'il n'y aura pas Gabriel face au Bayern Munich parce qu'il est blessé et que c'était l'arme principale d'Arsenal sur les coups de pied arrêtés. C'est lui qui marquait le plus de buts sur coups de pied arrêtés sur corner, et forcément, ça va être préjudiciable aux Gunners. Ça veut dire que c'est Hincapié qui le remplacera, Bruno ? Ah, sur le terrain, en tout cas, contre Tottenham, c'était Hincapié qui a fait plutôt une bonne performance. Mosquera est plutôt le remplaçant de Saliba axe droit, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise avec Mikel Arteta. La confiance d'Hincapié montrée hier vaudrait qu'il soit reconduit face au Bayern cette semaine. Bon, les 3 clés du match, c'est ce que je vais vous demander rapidement. Vous me donnez les 3 clés, vous ne devez pas tout m'expliquer. Les 3 clés du match. Parce que c'est le plus gros match à suivre, évidemment, de la semaine. Ça sera pour mercredi soir. Les 3 clés de ce Arsenal-Bayern Munich. La gestion des phases arrêtées défensives pour le Bayern. Je mettrai quand même une des clés du match dans les mains de Michael Olise, qui pour moi est exceptionnel dans ce qu'il réalise depuis le début de la saison. Et une dernière clé du côté d'Arsenal, allez, on va la donner à Leandro Trossard parce qu'on a envie de le voir briller à un haut niveau. Très bien. Cédric, c'est à ton tour et tu dois trouver d'autres arguments. Moi, je dirais d'abord, je parlerai de la prise de risque, sachant que c'est 2 grosses équipes qui, surtout Bayern qui a tendance à jouer avec la possession de balle, de pas faire des erreurs comme le Paris Saint-Germain l'a fait, parce que ça paye cash. Ensuite, je dirais... Pas trop s'exposer, donc. Pas trop s'exposer, bien sûr. Tu m'as dit que je peux pas utiliser la même chose que lui. J'aurais dit... Mets-toi à la place de Bruno qui passe en dernier lieu. Ah oh, oui, c'est vrai ça. Qu'est-ce que je pourrais raconter éviter les coups de pied arrêtés, bien sûr, du côté de Bayern. Pas trop de coups de... Parce que sachant que Bayern est quand même une équipe qui a une grosse armada, mais qui encaisse beaucoup de goals. On l'a vu ce week-end. Les 2 buts sont tombés sur le corner. Exactement. Et une dernière. Mets-toi dans la peau de Vincent. Allez, encore 10 secondes. Ouais, je mettrai Harry Kane si c'est pas au lycée, parce que c'est clairement le joueur polyvalent. Tu vois. Bon, Bruno, c'est à ton tour. Tu es le plus expérimenté, donc il n'y a pas de souci pour nous donner 3 clés. Évidemment, Harry Kane, le retour d'Harry Kane face aux Gunners, en plus, l'ancien rival de Tottenham. Notamment parce qu'il n'y aura pas Gabriel et que c'est préjudiciable à Arsenal. Pour moi, l'une des clés, c'est peut-être la capacité d'Arsenal à étouffer le pressing du Bayern. On sait que c'est une des forces de l'équipe de Vincent Kompany. Ils sont très agressifs, très intenses. Le PSG avait souffert face au Bayern en première période il y a quelques semaines. Et Arsenal a cette volonté toujours de dicter le tempo du match, de parfois étouffer l'adversaire avec son contrôle du match. Et s'ils sont capables de le faire face au Bayern, ils seront capables en deuxième période, je pense, de planter des banderies. Mais voilà, j'en ai que 2, mais c'est déjà bien. C'est pas mal. Allez, tu peux terminer avec un petit prono, Bruno. C'est dur. Allez, sur la confiance, je dirais bien une petite victoire d'Arsenal, par un but d'écart. On rappelle que le Bayern est invaincu cette saison, là où Arsenal avait perdu face à Liverpool au mois d'août dernier. Arsenal n'a pas encore encaissé un seul but en Ligue des Champions, c'est la seule équipe. Ouais, pas mal au niveau des stats. On rappelle qu'il y a un autre match mardi avec une autre équipe anglaise qui a déjà remporté la Ligue des Champions, bien sûr, contrairement à Arsenal. D'ailleurs, Chelsea face à Barcelone. Jonathan, tu me disais, c'est vraiment un choc des contraires au niveau philosophique
aussi, très clairement, au niveau des idées, des structures des deux clubs. Ouais, c'est deux visions du jeu qui s'affrontent parce que c'est vrai qu'on a quand même le modèle barcelonais avec la volonté de faire émerger des joueurs de la maison et de l'autre côté Chelsea qui reste le symbole de la multipropriété avec des joueurs qui sont parfois envoyés à Strasbourg comme Petrovic qui est Grand maintenant club, Strasbourg. le plus grand club de France ou comme Andrei Santos qui fait doucement mais sûrement son trou au milieu de terrain dans un secteur de jeu ultra concurrentiel. Donc voilà, ce sont vraiment deux visions complètement différentes qui vont s'affronter. Bon, Chelsea, on n'en parle pas beaucoup, Bruno, et pourtant au niveau du classement, les hommes de Maresca sont là. Ils ont gagné à Burnley, c'était pas un grand match, c'est pas spécialement sexy à voir, mais Chelsea est là pour l'instant. Nous sommes à la fin du mois de novembre et qui sait, peut-être un Chelsea qui sera en mesure de bousculer cette équipe de Barcelone. On rappelle que Barcelone, on a quand même pris 3 à Bruges chez nous en Belgique il y a 3 semaines. Ouais, c'est clairement un vrai test pour les Blues parce qu'on a encore du mal à les situer. C'est vrai qu'ils sont deuxièmes de Première Ligue, mais ils sont quand même à 6 longueurs d'Arsenal. Et s'ils sont deuxièmes, c'est aussi parce que Manchester City et Liverpool se sont écroulés ces dernières semaines. Ils ont une certaine irrégularité qui est due aussi à la jeunesse de leur effectif. C'est vrai que c'est un club multipropriété, mais qui a, comme le Barça, axé vraiment sa politique sur la jeunesse. Ils recrutent des joueurs entre 18 et 23 ans, pas plus. Et forcément, il y a beaucoup de talent, mais il y a aussi le défaut de cette qualité, c'est la jeunesse, c'est une expérience. Et ça leur coûte parfois en Ligue des Champions. Mais je suis curieux de voir ce que cette équipe de Chelsea, qui est quand même deuxième de Première Ligue, tout en étant privé de son meilleur joueur Cole Palmer depuis plusieurs semaines. Donc je suis curieux de voir ce qu'ils peuvent faire face au Barça. Oui, c'était censé aussi être un match important pour Romeo Lavia, qui en loupe énormément des matchs. Comment est-il perçu aujourd'hui en Angleterre, Romeo Lavia, l'éternel espoir? Oui, c'est pour tout le monde en Angleterre, on voit qu'il y a un énorme potentiel. Clairement, il a vraiment les qualités d'un futur grand joueur. Le problème, c'est qu'il est tout le temps blessé. Cette saison, il a manqué la moitié des 18 matchs de Chelsea sur blessure. La saison passée, c'est 21 apparitions sur 51 matchs des Blues. C'est sa 3e saison à Chelsea. Il n'a joué que 30 matchs. Et voilà. Et la qualité première d'un grand joueur, c'est surtout de jamais être blessé, en fait. Et Chelsea a investi 62 millions d'euros sur lui. C'est beaucoup. Et pour l'instant, il y a peu de retours. Donc, il y a beaucoup de frustration autour de ce joueur qui pourrait, avec sa qualité technique, sa qualité de relance, changer un peu la dimension de ce milieu de terrain qui est déjà bien fourni avec Enzo Fernandez et surtout Caicedo. Comment tu vois les choses, toi, Dédéric? On a un peu mal au cœur pour Lavia parce que là, c'est vraiment une spirale négative. Il y a un match où ça se passe bien. Il était monté notamment face à Liverpool. On se dit, allez, il est reparti. Et puis, souviens-toi, face à Karabakh, 3 minutes 40 de jeu, terminé. On est reparti pour un mois de galère, minimum. Oui, c'est une situation difficile pour le joueur, pour le club. Je pense que surtout après son retour contre Karabakh, il y a une gestion qui a été faite sur les matchs précédents pour le faire jouer un certain temps, pour le préparer à pouvoir débuter ce match contre Karabakh. Et quand tu te blesses après 3 minutes, à nouveau, c'est un coup de massue sur la tête. Et c'est vrai que mentalement, pour le joueur, ça doit être difficile. Ses qualités, on n'en doute pas. Je pense qu'il a déjà démontré les qualités qu'il avait. Et surtout, en plus, quand on voit ce que le club a mis pour le joueur, ce que le club a investi pour le joueur, il s'attend à avoir quelque chose en retour. Et là, maintenant, je pense que c'est une situation qui devient très frustrante pour le club et pour le joueur. Mais à nouveau, voilà, je pense que pour lui maintenant, c'est vraiment de pouvoir reprendre les choses petit à petit et d'essayer qu'il y ait une gestion qui puisse le permettre de pouvoir retrouver le terrain et surtout jouer. C'est ça le plus important. Je te rejoins, mais j'ai quand même le sentiment que la Coupe du Monde risque de lui filer sous le nez. Ça me paraît clair vu la tournure des événements, Jonathan. Ouais, c'est compliqué. C'est vrai que ces derniers jours, en Belgique, on a pas mal parlé de la retraite de Zino Van Huysden. Alors après, ce sont deux cas qui sont différents parce que Van Huysden, c'était beaucoup de blessures ligamentaires, alors que Romeo Lavia, ce sont des blessures qui sont musculaires. Et c'est vraiment à se demander, en fait, qu'est-ce qui cloche parce que c'est un joueur qui joue aussi pas mal sur son explosivité. Pas à la Duranville, qui est aussi abonné à l'infirmerie, mais il y a cette gestion au niveau de la préparation visible, invisible. Peut-être il y a des fragilités à déceler, ou voilà. Mais on sent quand même qu'il y a un problème. Et effectivement, on reste sur notre fin, on est frustré. Bon, il y a aussi le Barça en face, on se doit d'en parler, le Barça qui a donc retrouvé le camp nous aussi ce week-end, et rien que pour ça, ça mérite d'être mentionné. Ouais, 909 jours qu'ils attendaient ça, ils ont fait la fête en cartonnant Bilbao, franchement, Bilbao tranquillement. en Ligue des Champions, on n'oublie pas. Ouais, mais qui a aussi beaucoup de mal en ce début de saison. On a vu quoi? On a vu Yamal nous gratifier d'une passe décisive avec un super extérieur du pied. On a vu Robert Lewandowski marquer son 8e but en 10 matchs en Liga avec un temps de jeu très restreint. Il tournait un but toutes les 64 minutes. Donc on parle beaucoup des stats de Kane, de Mbappé.
occupé, mais Lewandowski, il est toujours là. Même maintenant, le chantier, on sait où il est du côté du Barça. Il est encore dans les tribunes du Camp Nou, mais il est surtout derrière. Ou s'ils défendent comme ils l'ont fait à Bruges, ça va être très compliqué. Bruno, tu nous rappelles 2 souvenirs ou 2-3 souvenirs. Je me souviens, il y a 20 ans, le 4-2 et ce magnifique but de Ronaldinho qui est resté évidemment dans toutes les mémoires. Ah ouais, ça avait été un match fantastique avec le talent de Ronaldinho qui avait ébloui vraiment Stamford Bridge. Un match dans des contextes un peu particuliers. Il y a eu beaucoup de polémiques entre Chelsea et Barcelone. On se souvient de la colère de Drogba face caméra après un arbitrage un peu compliqué. C'était en 2009. Et puis moi, le meilleur souvenir, c'est évidemment l'épopée de 2012 où le grand Barça de Guardiola était venu à Stamford Bridge. Ils avaient dominé cette rencontre et Chelsea avait été suffisamment solide pour s'imposer et puis se qualifier au match retour. Le Barça en Angleterre, il laisse pas que des bons souvenirs. Les Anglais ont souvent du mal, mais pour Chelsea, il y en a quelques-uns. Très bien, Bruno. Écoute, excellente semaine de Ligue des Champions à toi. On se retrouve très bientôt, évidemment, avec les équipes anglaises. Merci à Bruno. À très bientôt. Ciao. On va terminer comme on le fait à chaque fois avec le quiz. Et c'est dans ce moment-là que Dédric Boyata se dit c'est le moment, je dois absolument rétablir une forme de justice. Parce que regardez, au niveau des résultats, pour l'instant, les consultants sont en difficulté. Un retard de 4 points. Pour le trio Teclac, Boyata, Châtel, Dédric, tu es sous pression. Tech Botel, c'est comme ça qu'on peut les appeler. C'est pas mal ça. Allez, petit quiz. Ils ont joué à Chelsea et au FC Barcelone. On reste dans la thématique qu'on a approfondie avec Bruno. Je suis un attaquant qui a joué latéral gauche. Mon nom rime avec Ego. Eto'o. Voilà. Il va très vite, faut que tu te méfies. Mais tu lui as dit les questions avant. Hein, Ben non, pas du tout. Mais bon, mais je pense qu'il y a un certain consultant qui s'appelle Alex T. On lui donnerait les réponses avant. Le latéral gauche, tu penses directement à Eto'o. Exactement. Allez, mon père a joué à Anderlecht et à Lokeren. Mon fils est à Gand et moi j'ai joué à Bruges. Bien joué. Partout. Et si c'était moi le meilleur joueur de la phase finale de la Coupe du Monde 98, défenseur au milieu de terrain défensif, j'ai mis le 3-0 contre le Brésil. Je suis passé par Arsenal et par Monaco aussi. Voilà. J'étais plus rapide. Il a été plus rapide. Allez, on m'a dit pas mal. Il est pas mal. C'est seulement sa deuxième dans le Champions Club. Je le trouve quand même plus concentré, plus nettement meilleur que d'autres. Ouais, c'est ça. Pas cité de nom. Oh, je l'ai cité, moi. Allez, on m'a déjà vu sur le plateau de Pix Plus Sport, moi, le néerlandais qui parle parfaitement français. Souvenir de mon passage à Marseille. Tu l'as dit. Zenden. C'est ça. Bolo Zenden, la classe. La classe, Bolo Zenden. Son surnom Bolo. Bolo. Allez. Parce que essayer qu'un Marseillais arrive à dire Bodeyuin, ça risque quand même d'être très compliqué. Ils sont déjà bloqués sur Van Buten. Donc, Allez, je me suis reconverti entraîneur et mon équipe est l'une des plus excitantes du moment en Italie. Fabregas. Mais il est très bien, Cédric Boyata. Je pense qu'à ce rythme-là, ça va permettre aux consultants de revenir. C'est terminé déjà. C'est ta première défaite de la saison, Mathieu. C'est avec plaisir aussi de devoir subir la loi d'un Dédric Boyata qui me paraît très affûté. C'est probablement parce qu'il sait qu'il sera de retour dans le multilive en milieu de semaine. Il a déjà étudié toutes les équipes. Je rappelle qu'il y a plein d'autres matchs. On a parlé des affiches. On n'oublie pas tout de même aussi les autres rencontres avec l'Ajax face à Benfica. Ça sera donc demain mardi 18h45. La suite aussi City face à Leverkusen. A priori, ça devrait le faire pour les hommes de Pep Guardiola. Napoli, Karabag. Avec Romelu T2 d'Antonio Conte aussi. C'était sympa, ça faisait plaisir à voir aussi. Voilà donc pour mardi et puis les autres rencontres de mercredi. On n'en a pas parlé mais on aurait pu dégager du temps. Atlético Madrid-Inter, ça nous fait penser à ce fameux match il y a 2 ans. Ouais, exactement. Et un œil quand même aussi tout en début de soirée sur Pafos-Monaco, un match très important pour Sébastien Pocognoli. Ouais, pour Poco, ça sent pas bon. Non, c'est une défaite 4-1 qui fait suite à une autre défaite 4-1. C'était d'abord contre Rennes à domicile, à Rennes, et c'était aussi contre Lens avant la trêve internationale. Mais c'est le grand retour de Paul Pogba qui va retrouver face à lui Landry Di Matta. Exactement, la pioche sera là et nous aussi, on sera là, vous le savez. Rendez-vous donc mardi 18h45 pour le multilive, mercredi 20h15 pour un multilive un peu plus court mais avec tous les matchs. Évidemment, on connaît le principe, on se retrouve dans 15 jours pour la dernière émission du Champions League en 2025, bien sûr. Excellente semaine de Ligue des Champions à vous, merci à Dédric, merci à Jonathan. Merci Mathieu. Et Mathieu. dans 15 jours, ciao.